Ce soir à l'émission, du financement pour le transport intelligent. Éventuellement de rendre ça autonome à 100%. Et les Panthères accueillent leurs partisans. C'est une opportunité exceptionnelle pour les jeunes qui veulent apprendre à jouer au hockey et à patiner. Les listes d'attente s'allongent dans les ressources intermédiaires. J'en discute avec Gaëtan Jolicoeur. Je suis tanné du niaisage du ministère. Je m'entretiens également avec Émilie Contant à propos du grand dénombrement des personnes itinérantes. C'est vraiment de faire l'état, le portrait de la situation d'itinérance dans un moment très circonscrit. Enfin, Pierre-Luc Gauvreau nous dit tout ce qu'on devrait savoir à propos des REER. Que vous soyez pour ou contre le REER ou que vous ne connaissez pas le REER, vous devez l'inclure dans votre stratégie fiscale. Bienvenue à Accès local. Mardi 25 février 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jeunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. La semaine dernière, la MRC de la Rivière-du-Nord a annoncé le financement de 2 projets en transport innovant. Vous étiez sur place pour l'occasion. De quoi il s'agit? Oui Claude, c'est dans le cadre du projet Territoire laboratoire en transport innovant, une initiative qui est née d'une collaboration entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC de la Rivière-du-Nord. L'objectif, c'est de financer le développement de transports intelligents dans la région. Un appel à projet a eu lieu l'été dernier et les récipiendaires ont été dévoilés jeudi dernier dans les locaux de l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme. Mais de quoi est-il question exactement quand on parle d'intelligence véhiculaire? Eh bien, Pierre-Luc Lorrain, qui est directeur général de l'Institut du véhicule innovant, nous explique ça. L'intelligence véhiculaire, à la base, c'est de permettre au véhicule de faire plus qu'une chose à la fois. Donc, en ce moment, il déplace une personne du point A au point B, un bien du point A au point B. Mais là, ce qu'on veut y faire, c'est d'être capable de faire de la captation de son environnement, par exemple. Et quels sont les projets qui ont été retenus? Il y en a 2. En tout, ce sont 614 000 $ qui seront alloués provenant du Fonds Région et Ruralité. Près de 421 000 $ seront remis à la ville de Prévost pour un projet de déneigement intelligent. L'objectif est de doter les camions de déneigement de collecteurs de données qui pourront enregistrer le chemin parcouru, la quantité de neige amassée ainsi que les entraves sur la route. Cela permettra de mieux répartir les ressources sur le territoire, ce qui engendrera des économies et une meilleure sécurité pour les citoyens. Comme plusieurs municipalités des Basses-Laurentides de Prévost est membre du technopôle IVEO, une communauté d'innovation qui teste des projets d'intelligence artificielle au profit des villes. C'est donc pas la première fois que la municipalité participe à une initiative de la sorte. Dans le cas du projet de déneigement, Prévost travaillera aussi en collaboration avec l'Institut du véhicule innovant. Oui, et cet institut-là, d'ailleurs, est le récipiendaire de la 2e bourse. Oui, tout à fait. C'est 193 000 $ qui seront remis au projet de collecte robotisée et intelligente des déchets dans les municipalités de l'IVI. En plus du financement de base du projet, l'Institut du véhicule innovant a reçu 20 000 $ supplémentaires de la Caisse des jardins de la Rivière-du-Nord qui remettait une bourse à son projet Coup de cœur. L'objectif du projet est d'expérimenter la robotisation des bras collecteurs de déchets. Ce que ça permettrait déjà, c'est une meilleure catégorisation des déchets. Monsieur Lorrain nous parle des autres avantages que pourrait amener ce genre de technologie. Ça permet aussi au conducteur ou la conductrice d'avoir les 2 mains sur le volant et de faire un seul travail, c'est-à-dire de conduire le véhicule. Donc, réduction des risques d'impact. Réduction aussi des enjeux de CSST, parce que quand on bouge le bras comme ça, un moment donné, on a mal à l'épaule. Et quand est-ce que ces essais-là auront lieu, Clara? Alors, le financement s'étire sur les 3 prochaines années. Dès les prochains mois, des rencontres seront organisées pour cibler les endroits et les véhicules utilisés pour ces tests routiers. Une fois les véhicules équipés seront utilisés pendant une certaine période de temps pour entraîner l'intelligence artificielle. Monsieur Lorrain nous parle des objectifs à long terme de ces expérimentations. Mais tout ça est dans le but d'avoir suffisamment de données puis de démontrer que ça fonctionne, d'automatiser certains outillages dans des véhicules. Donc, c'est notre objectif avec ce projet-là, puis éventuellement de rendre ça autonome à 100% et de démontrer que ça fonctionne. Il y a des risques à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des bénéfices. Donc, nous, on travaille sur les bénéfices. Changement de sujet. Hier, le ministre des Finances, député de Gros, Éric Girard, avec sa collègue de Prévost, Sonia Bélanger, qui est, entre autres choses, ministre responsable des Laurentides, se sont réunis pour parler d'économie. Oui, Claude, ça a lieu durant une rencontre du Conseil des préfets élus des Laurentides à Saint-Adèle avec plusieurs acteurs économiques de la région. La rencontre était privée, mais l'objectif était de parler de l'éventualité de la mise en place de tarifs américains et des conséquences possibles sur les entreprises laurentiennes. Selon M. Girard, c'était aussi l'occasion de
prendre le pouls de la région avant le dépôt de son budget. Les inquiétudes des entreprises tournent surtout autour des infrastructures et des exportations, mais il pense que le travail du gouvernement réside pour le moment dans la prévention de la mise en place de ce genre de tarifs. On peut l'écouter. Je pense qu'il faut être calme. Je ne sais pas si j'étais rassurant, mais certainement, on voit qu'avec cette administration américaine, il y a beaucoup de paroles et puis il faut attendre de bien comprendre les décrets. Et même lorsqu'il y a des décrets, on a vu que l'application est différée. Alors, c'est très important de continuer à travailler avec l'ensemble de la société américaine pour expliquer que dans les faits, les Américains, lorsqu'on exclut le secteur de l'énergie, ils ont un surplus commercial avec le Canada. Et Clara, à part la prévention, qu'est-ce que le gouvernement apporte comme solution? La semaine dernière, le gouvernement de François Legault a aussi annoncé une aide financière à la région des Laurentides pour encourager les entreprises à diversifier leur marché en vue d'un éventuel blocus américain. Une somme de 510 000 $ a été versée à l'organisme Laurentides International, l'organisme régional de la promotion des exportations de la région. On écoute à ce sujet Mme Bélanger. En fait, c'est un organisme qui est situé ici même à Saint-Jérôme et qui, donc, va pouvoir bénéficier de ce financement pour soutenir les entreprises dans la recherche de nouveaux marchés ou pour différentes stratégies. Voilà, Claude, reste à voir comment ce sera mis en œuvre dans les prochains mois. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question des Panthères de Saint-Jérôme. À plus tard, Claude. La Ville de Saint-Jérôme a signé une nouvelle convention collective avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, une entente qui survient après 19 séances de négociation. Cette entente, conclue le 19 décembre dernier, prévoit la récupération du droit de gestion dans le processus d'embauche et de promotion, de même qu'une révision salariale intégrant une augmentation entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. La nouvelle convention collective a été approuvée le 18 février dernier. La cohorte finissante en interprétation théâtrale de l'École de théâtre professionnelle du Collège Lionel-Groulx présente L'Entrepôt du 8 au 11 mars au studio Charles-Valois. La metteur en scène Marie-Ève Milot propose la toute première mouture de cette pièce, écrite par Gabriel Chapdelaine dans le cadre de l'édition 2022 du Festival Jamais lu Paris et qui pose la question « Est-il possible d'être heureux au travail ?» Il est possible de réserver sa place dès maintenant via la billetterie en ligne. Des billets seront aussi offerts à la porte les jours de spectacle, mais devront être payés en argent comptant. Au Québec, la liste d'attente pour une place dans une ressource intermédiaire compte actuellement 4 937 noms, dont 458 dans les Laurentides. L'Association des ressources intermédiaires et de l'hébergement du Québec juge la situation alarmante et demande au gouvernement d'agir en conséquence. J'en discute avec Gaëtan Jolicoeur, qui est propriétaire de la résidence du même nom à Mont-Laurier. Bonsoir, Monsieur Jolicoeur. Bonsoir. D'abord, expliquez-nous brièvement ce que c'est qu'une ressource intermédiaire et quels sont les types de clientèle qu'on y retrouve. Une ressource intermédiaire, c'est un lieu d'hébergement pour une clientèle vulnérable. C'est une clientèle qui a besoin de soutien et d'assistance 24 heures sur 24. On parle d'une clientèle en déficience intellectuelle, en trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être des problèmes de santé mentale, ça peut être une personne âgée en perte d'autonomie. Bref, c'est une clientèle qui est lourdement affectée et qui a besoin de soutien et d'assistance constante. On parle d'une ressource qui est entièrement financée par le gouvernement du Québec, avec qui vous signez des ententes renouvelables. Là, quand je dis vous, je parle de votre association. L'entente actuelle vient à échéance le 31 mars. De quoi souhaitez-vous qu'on discute à la table des négociations? Écoutez, notre entente comporte plusieurs composantes au niveau de la rétribution. C'est ces composantes-là qui causent problème, comme vous l'avez mentionné. Nous, on est financé à 100% par le ministère. On ne charge pas de loyer à nos usagers. C'est vraiment le ministère qui nous finance à 100%. Donc, il y a certaines composantes, comme la composante immobilière, qui, depuis 5 ans, a pas réussi à être indexé au niveau de l'inflation. Ouais. Même chose pour les coûts d'opération. Et il y a une composante aussi qui s'appelle pour le soutien et l'assistance. Ça, c'est 50% de mon financement à moi. Et en ce qui me concerne, c'est la composante qui cause le plus de problèmes. D'accord. Je vais vous donner un exemple concret. L'année dernière, j'ai un usager qui est arrivé ici avec des troubles graves de comportement. Mes employés se sont fait traiter de toutes sortes de noms inimaginables, se sont fait cracher dessus, se sont fait frapper. Bref, ça a été une année 2024 très difficile pour mes employés.
mais avec beaucoup de patience, les bonnes interventions, beaucoup d'amour aussi, on a réussi à changer la dynamique de cet usager-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces problèmes de comportement-là. Le problème que ça cause, c'est que le ministère, à cause de l'outil qu'on a, un outil de classification, cet usager-là, étant donné qu'on a amélioré sa condition, il va être baissé de niveau. Ah bon? Et ce que ça fait, moi, ça va couper mon financement de 2 000 $ par mois, tout simplement parce qu'on a fait une bonne job avec ce résident-là. Voilà. Bon. C'est complètement insensé. Écoutez, on a parlé des chiffres tantôt, 4 937 personnes sur la liste d'attente, 458 dans les Laurentides. Ça, ce sont des chiffres, mais d'un point de vue humain, M. Jolicoeur, comment ça se vit, l'attente? Quelle est la réalité quotidienne d'une personne qui attend sa place dans une ressource? Ben, écoutez, moi, mes 9 places ici sont pleines, donc je peux juste imaginer ce que les gens qui sont en attente d'une place vivent. Ils peuvent être dans une ressource de type familial, ils peuvent être à la maison, ils peuvent être à l'hôpital. C'est sûr que c'est pas l'idéal là, pour une personne qui est en attente puis qui trouve pas son lieu d'hébergement adéquat, que ce soit dans une ressource comme la mienne ou dans une autre. Il y a les coûts aussi. C'est sûr qu'une personne qui est en attente à l'hôpital de s'en venir en ressources intermédiaires, on parle de 1 500 $ par jour à l'hôpital versus moins de 200 $ chez moi. Donc, ça coûte beaucoup moins cher quand on les dirige vers des ressources comme la vôtre. Votre association estime par ailleurs que 43% des établissements en ressources intermédiaires envisagent qu'elles devront tout simplement fermer si la situation ne s'améliore pas. Est-ce que c'est votre cas? Oui, moi, je suis déjà en train de préparer la relève. J'ai une de mes employés qui veut prendre la relève. Moi, ça va quasiment faire 20 ans que je fais ça. Honnêtement, je suis tanné. Je suis tanné du niaisage du ministère. À chaque année, à chaque renouvellement d'entente, c'est la même chose. Ils s'arrangent tout simplement pour nous sortir la tête de l'eau. Puis avant la fin de notre entente, on se ramasse tout le temps encore la tête en dessous de l'eau. Donc, d'une année à l'autre, je sais jamais si je vais être rentable. Donc, moi, je suis tanné. Je suis épuisé. J'ai plus d'intérêt à faire ça. Là. C'est plus le fun. Le ministère prend des décisions qui font aucun sens, comme l'exemple que je vous ai cité tantôt. C'est pas une façon d'encourager les ressources à faire du bon travail. On comprend, et moi, c'est ce que je veux faire. On comprend très bien la situation, vous l'exprimez clairement. En terminant, j'invite les gens à visiter le site web de l'association pour prendre connaissance de la raison d'être de cette ressource-là, des services qui y sont offerts. Gaëtan Jolicoeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Les élus de Saint-Jérôme ont adopté à l'unanimité une résolution concernant la reconstruction du centre correctionnel La Ferrière lors de la séance du conseil municipal du 18 février dernier. Par cette résolution, la Ville confirme sa décision de porter en appel le jugement rendu le 21 janvier dernier par la Cour fédérale, qui rejette la poursuite de la municipalité dans le dossier opposant le gouvernement du Canada et la Ville de Saint-Jérôme pour la reconstruction du centre correctionnel situé à l'entrée du centre-ville. La Ville de Lorraine invite ses citoyennes et citoyens à contribuer à la mise à jour de la politique Municipalité amie des aînés et des familles en répondant au questionnaire Lorraine sous écoute, votre vision, notre avenir. Ce sondage vise à mieux comprendre les besoins de la population pour façonner un environnement inclusif et adapté. Il est possible de remplir le sondage d'ici le 1er mars prochain. Une fois la collecte des données terminée, une analyse sera réalisée pour orienter les actions futures de la municipalité. La date limite pour votre contribution, votre REER, c'est le 3 mars. Est-ce que je dois contribuer? On va discuter de tout ça avec Pierre-Luc Gauvreau. Bonsoir, Pierre-Luc. Bonsoir, Claude. Alors, REER 101, comment ça fonctionne? Oui, effectivement, Claude. Tout d'abord, le compte REER, c'est un compte épargne qui nous permet d'économiser en vue de la retraite. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, le Québec est une des États où le taux de taxation est le plus élevé en Amérique du Nord. Donc, que vous soyez pour ou contre le REER ou que vous ne connaissez pas le REER, vous devez l'inclure dans votre stratégie fiscale, ça c'est évident. Son objectif principal, c'est de réduire l'imposition maintenant. Je vous donne un petit exemple très simple à comprendre. Quelqu'un qui fait 60 000 par année, disons, qui contribue à 5 000 dans son REER, vient réduire son revenu imposable à 55 000. D'où vient la déduction fiscale? C'est qu'on a payé de l'impôt sur un salaire de 60 000, puis on vient réduire son imposition à 55 000. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la déduction fiscale, le retour d'impôt potentiel.
tout l'argent qui est placé à l'intérieur du régime, que ce soit du revenu d'intérêt, dividende, gain capital, est à l'abri de l'impôt. D'accord. Et quelles sont les règles de base du REER? Les règles de base sont très simples. Le maximum de droits de contribution à votre REER, c'est 18 de votre revenu brut par année, jusqu'en concurrence pour 2024 de 31 560. Ça veut dire que l'autre, quelqu'un qui fait des très gros revenus, il y a un plancher, il y a un plafond, c'est-à-dire de 31 560 pour l'année 2024. Pas de panique, si vous n'avez pas contribué au maximum de vos REER dans les années qui ont passé, c'est des droits qui s'accumulent. Donc, année après année, on peut aller rechercher ces droits. On peut faire du rattrapage REER qu'on appelle, donc aller chercher des droits de cotisation qu'on n'a pas cotisés dans le passé. Ça m'amène à vous dire, c'est quoi la meilleure façon pour savoir c'est quoi mon droit de cotisation REER? Bien évidemment, si vous faites affaire avec un comptable, c'est l'information qui peut vous véhiculer quand même assez facilement. Si vous n'en avez pas, très simple, allez sur le site de l'ARC, de l'Agence du revenu Canada, et vous allez pouvoir vous créer sur mon dossier un compte et vous allez pouvoir aller chercher l'information et pouvoir connaître vos droits de cotisation REER pour 2024. Évidemment, on peut contribuer à votre REER durant toute l'année, plus les 60 premiers jours. Donc, Claude, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Le 60 premiers jours va venir à échéance lundi prochain, le 3 mars. Donc, si vous voulez faire une contribution REER pour réduire votre impôt pour l'année 2024, c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, c'est maintenant, OK. Il ne faut pas tarder. Les avantages du REER sont nombreux. Pierre-Luc, quels sont-ils? Oui, bien, comme je disais tantôt, en résumé, le REER, c'est un outil puissant qui nous permet de réduire l'impôt maintenant. L'autre chose que j'ai dit tantôt, c'est que oui, l'argent croît à l'abri de l'impôt, mais aussi il peut s'adapter et être flexible à tout type de profil d'investisseur. Donc, qu'on soit quelqu'un de prudent jusqu'à quelqu'un de très dynamique, on peut faire un placement qui va répondre à vos besoins. Il est important aussi de cotiser de façon intelligente. Et quand je dis intelligente, c'est que dans l'année, si vous faites plus de revenus une année donnée, bien, c'est peut-être le temps de faire une contribution supplémentaire puis aller chercher des déductions fiscales supplémentaires. Et il faut faire attention aussi lorsqu'on va arriver au décaissement plus tard. Quand on va arriver à la retraite, il faut le décaisser de façon intelligente parce que là, ça devient du revenu imposable. Donc, il faut essayer de le réduire au maximum. Et puis, bon, évidemment, ça fait aussi... ça permet de bonifier certains crédits d'impôt et de faire augmenter les allocations familiales. Je prends le même exemple de tantôt de la personne qui fait 60 000 par année, disons qu'elle a 2 enfants. Bien, le fait qu'on réduise le revenu imposable, on vient de réduire le revenu familial net. Donc, les calculs des allocations familiales sont basés là-dessus. Donc, on peut potentiellement augmenter les allocations familiales d'un premier temps. Puis, si tu te souviens bien, Claude, j'étais venu l'automne passé, venir faire une chronique sur le régime épargne-études. Oui. Donc, lorsqu'on combine avec un régime comme celui-là, bien, je vais prendre encore le même exemple. Le 60 000 de revenus, avec la cotisation de 5 000, disons qu'on dit un retour potentiel de 1 500 $ de déduction fiscale. La personne peut se revirer de bord, le mettre dans le régime épargne-études et d'aller chercher un 30 % supplémentaire de subvention. Donc, effet boule de neige, augmentation des allocations, retour d'impôt pour le cotisant, puis bonification pour l'enfant. Donc, mon conseil, c'est vraiment de consulter un planificateur financier pour vous aider à mieux démystifier tout ça. Précieux conseil, Pierre-Luc Gauvreau, merci beaucoup. Merci. C'est dans la nuit du 15 au 16 avril que se tiendra, dans 16 communautés du Québec, le prochain dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible. À cette fin, le CIS des Laurentides recherche des bénévoles qui l'aideront à remplir cette mission. J'en discute avec Émilie Contant, qui est chef de l'administration du programme régional Espoir au sein de cette institution. Bonsoir, Madame Contant. Bonsoir. Alors, pour fin de compréhension, là, je précise que le terme Espoir, c'est un acronyme qui signifie Équipe de suivi de proximité offrant de l'intervention en réinsertion. Alors, expliquez-nous d'abord la nécessité de ce dénombrement-là qui ne se fait pas nécessairement à chaque année. Non, exactement. Le dénombrement, en fait, se passe environ aux 3 à 4 ans. Le dénombrement a lieu de façon simultanée sur l'ensemble du territoire québécois dans la nuit du 15 avril prochain. Et la nécessité, en fait, c'est simplement de bien dénombrer, de bien comprendre le nombre de personnes en situation d'itinérance puis les enjeux qu'ils vivent. Oui. Donc, ça nous permet de documenter la problématique. D'accord. Et pourquoi une seule nuit et pourquoi cette date-là en particulier? Bon, en fait, les dates peuvent changer. Vous l'avez dit, là, ça peut être aux 3 ou 4 ans, mais c'est toujours à peu près dans la même période de l'année ou une période similaire au niveau des habitudes de vie des personnes en situation d'itinérance. L'objectif, une nuit donnée, c'est vraiment de faire l'état, le portrait de la situation d'itinérance dans un moment très circonscrit
afin de pouvoir comparer les données. Donc, on va pouvoir, dans ce cas-ci, comparer les données du dénombrement de 2018, de 2022 et ainsi celui de 2025. OK. Bon, il y a un appel au bénévolat là, qui est lancé parce que vous avez besoin de beaucoup de gens pour faire tout ça. Vous avez besoin de combien de bénévoles dans les Laurentides et quelles sont les tâches qui leur seront confiées? Nous recherchons environ 150 bénévoles là, pour réaliser ce dénombrement d'ampleur, puisqu'il y a lieu partout dans la région des Laurentides. Donc, les principales tâches vont être notamment de soumettre des questionnaires auprès des personnes en situation d'itinérance, toujours en équipe, en dyade ou en triade, et donc avec un intervenant là, spécialisé au niveau de l'itinérance ou de d'autres populations vulnérables. Donc, on peut soumettre ces questionnaires-là. Il y a des événements attractifs également où on va remettre des boissons chaudes, par exemple, un repas, etc. Donc, les gens peuvent s'investir dans les événements attractifs, soit pour remettre du matériel, au niveau administratif également, afin d'inscrire les bénévoles, de supporter toute la démarche administrative de remettre le matériel, etc. Puis, on a aussi besoin de gens qui vont faire la gestion, la supervision de ces petites équipes-là, donc des gens qui auraient justement de l'expertise ou une expérience en intervention qui voudraient supporter là, un groupe de bénévoles pour ce faire. Donc, on a vraiment plusieurs tâches et à plusieurs endroits différents dans les Laurentides. On précise justement que l'expérience auprès de cette clientèle-là n'est pas essentielle là, pour les bénévoles, mais qu'une formation sera obligatoire. Qu'est-ce qu'on y apprendra? Mais en fait, la formation va permettre justement aux gens de se sentir confortables pour réaliser leurs tâches, de se sentir confortables aussi pour entrer en relation, le cas échéant, là, avec les personnes en situation d'itinérance. Ils vont expliquer le processus ainsi que le formulaire là qu'on doit compléter auprès des personnes. C'est un formulaire assez simple, mais qui permet d'aller sonder la personne sur justement sa situation d'itinérance ou ses besoins à l'égard de sa situation. D'accord. Bon, c'est un exercice qui va permettre aussi de contribuer aux efforts de planification des services en itinérance. On peut très facilement imaginer qu'on va dénombrer encore plus de personnes que la dernière fois. Donc, ça veut dire que ça risque de coûter plus cher de s'occuper de ces gens-là. On a un gouvernement qui a tendance à contrôler, compresser les dépenses. Ça vous fait pas un peu peur, ça? Bien, en fait, je vous dirais que malgré la situation actuelle au plan économique, ça reste que la situation d'itinérance et son accroissement est très suivi justement par nos autorités. Et donc, ces données-là permettent d'aller appuyer justement ce qui est vécu sur le terrain au niveau de l'accroissement de l'itinérance, au niveau des besoins augmentés. Donc, je pense qu'ils sont très à l'écoute et c'est dans leur initiative justement qu'on suit le phénomène. Oui, d'accord. Mais écoutez, en terminant, j'invite les gens qui seraient intéressés à aller vous donner un coup de main, à se rendre sur le site web de Santé Laurentide. Ils vont y trouver d'autres informations et le fameux formulaire à remplir pour offrir ces services. Émilie Contant, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon dénombrement. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Les Panthères de Saint-Jérôme, l'équipe de hockey junior 3A, a participé samedi à un événement communautaire. Les caméras de TVBL étaient sur place. Oui, Claude, ça avait lieu à Saint-Jérôme, à la patinoire, la toute nouvelle patinoire bleu-blanc-bouge. L'équipe accueillait les citoyens pour des cours de patin et des parties de hockey amicales. Il y avait de l'animation, du prêt d'équipement aussi et de la mascotte des Panthères était sur place. Des joueurs des Torrents, l'équipe de l'Université du Québec en Outaouais, était aussi de la partie. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Aujourd'hui, on accueille les joueurs des Panthères de Saint-Jérôme pour venir donner des ateliers d'initiation au patin et au hockey aussi pour les jeunes âgés de 4 à 12 ans. Donc, on a des ateliers d'initiation qui ont lieu en ce moment sur la patinoire pour apprendre les bases du patin et du hockey. Par la suite, on a un petit concours d'habileté avec des tirs au but. Puis, on finit l'avant-midi avec un mini-match joueurs des Panthères avec les jeunes de la ville. Ça se passe super bien, les joueurs sont contents d'être là, l'équipe de la patinoire aussi là, est vraiment heureuse de recevoir tout le monde. Les enfants ont un sourire, les parents aussi sont contents, on sort du chocolat chaud, du Gatorade, tout le monde est vraiment heureux.
c'est sûr que la communauté, c'est ça qui fait vivre nos plateaux sportifs. Hein. Nous, on organise la programmation pour la communauté, pour les jeunes, pour les adultes, même les personnes aînées. Donc, c'est important que tout le monde ait du plaisir, puis connaissent le plateau, puis veulent venir participer aux activités. Donc, puis en plus, la patinoire avec la mission de faire découvrir le sport aux enfants, de donner l'accessibilité gratuitement au plateau et au matériel. C'est sûr que c'est une opportunité exceptionnelle là, pour les jeunes qui veulent apprendre à jouer au hockey et à patiner. Hey, montrez-moi ça, vos skills, les boys. Montrez-moi vos skills. Oh. Ici, on va aller lancer en échappée contre notre gardien de but. Oh oh! OK? Donc, on va y aller un par un. Si tu fais un but, OK, juste face une célébration. Donc, hey, Tomini, il va y aller. Tomini, il va faire un exemple, OK? Les jeunes ont l'air d'avoir eu beaucoup de plaisir. Mes joueurs ont très bien fait ça, se sont amusés, ils ont joué avec eux autres. Honnêtement, je pense qu'il y avait peut-être une centaine de jeunes, peut-être, je ne sais pas exactement combien, là, mais ça a roulé pendant 3 heures non-stop. Les jeunes étaient heureux, là, ils avaient l'air très bien. Honnêtement, ça s'est bien fait, ça s'est bien déroulé. C'est une première expérience, je pense que ce ne sera pas la dernière. Je pense que c'est le rôle de notre équipe de s'impliquer au niveau de la communauté. Les gens sont là pour nous, c'est à nous d'être là pour eux. Puis par rapport aux jeunes qui sont là, les jeunes, quand ils voient nos joueurs, c'est comme des idoles un peu pour eux. Les petits gars, les petites filles avaient les yeux brillants et tout. Fait que je pense que c'est notre rôle de redonner. On a la chance d'avoir des bons partisans. Il faut leur donner, tout simplement. Merci Clara, on se revoit demain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission La Tablée politique suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de notre programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.